bienvenue à tous les quatre. Certaines viennent du Cantal, de Lyon, de la Manche. Bienvenue parmi nous. On va essayer d'actualiser un petit peu tous ces savoirs en matière de bien-être animal aujourd'hui. Est-ce qu'en 2025, il y a des nouvelles connaissances, peut-être des nouvelles technologies, des nouvelles outils, des nouveaux savoirs, mais aussi des principes millénaires à se rappeler, n'est-ce pas Guillaume, de génération en génération. L'agriculture bouge beaucoup, même en 10 ans, elle a fortement évolué dans ses approches et dans ses compétences et ses innovations. Évidemment, l'élevage est concerné en premier chef. Il y a beaucoup d'éleveurs présents sur le SIA Pro et au SIA, bien évidemment. Donc, on va actualiser tout ça tous ensemble. Déjà, en écoutant les éleveurs qui nous ont le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, je me tourne vers vous, Guillaume Lecomte. Bienvenue, éleveur dans la Manche, comme je l'ai dit, 40 ans, 135 vaches laitières. De quelle race, Guillaume? Je crois que je ne vous avais pas demandé. De race Primolstein. Ah, très bien, la fameuse Primolstein. Installée depuis donc 18 ans en conventionnel raisonné. Vous m'avez dit en préparant la conférence, Guillaume, que l'élevage pour vous, c'était l'élevage. Évidemment que c'est une évidence, mais le bien-être animal, c'est une évidence. Et au quotidien, vous prenez soin de vos animaux. Et il y a des principes de base. On a parlé du premier colostrum, mais aussi des pattes des vaches, Pauline, qu'il faut soigner. La pédicure, c'est obligatoire, tout par de là. Guillaume, racontez-nous qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous prenez soin de vos animaux. Donc, bonjour à tous. Merci Marie-Laure pour ce temps de parole et cette invitation. Guillaume Lecomte, j'ai 40 ans cette année, je suis producteur de lait dans la Manche depuis 2008 dans une exploitation de polyculture élevage avec 135 vaches laitières pour une référence laitière de 1 600 000 litres de lait. Et pour arriver à ces performances, il faut prendre soin de ses animaux et ça commence de la naissance de l'animal à sa sortie, jusqu'au bout. Et pour l'avoir le plus longtemps possible, il faut en prendre soin dès le premier jour. Donc, on l'évoquait tout à l'heure avec Marie-Laure, c'est par la prise du colostrum. Il y a des outils qui permettent, mais il y a aussi un élément fondamental et qui est irremplaçable, c'est l'œil de l'éleveur. Donc c'est de l'observation, c'est de la surveillance, de la naissance jusqu'à la mise à la reproduction et à sa phase de production. Et chez nous, le vétérinaire vient toutes les 3 semaines pour parer un ensemble de pattes qui soit en préventif, soit en curatif. Malheureusement, parfois, il y a du curatif aussi à faire sur des boiteries. Le parage, c'est ça? Moi, j'ai appris un mot, Pauline, en préparant cette conférence. Le parage. Donc, c'est quoi? C'est la pédicure des vaches? C'est quoi? Oui, c'est leur refaire les ongles. Les sabots. Est-ce qu'il y a des choses, Guillaume, que vous avez appris? Vos parents étaient agriculteurs? Alors, mon papa était agriculteur, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça fait 500 ans que nous sommes sur la même exploitation. C'est pas rien. Donc il y a un défi, quoi. Faut pas que ce soit nous qui mettions la clé sur la porte. Eh ben non. Mais en même temps, il faut s'actualiser sur les connaissances Exactement. Et qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce que vous avez amené de neuf, Guillaume? Qu'est-ce qu'on a amené de neuf? On a poursuivi la génétique que papa avait mis en place. On a maintenu les outils de production, les a développés. On a augmenté la surveillance des animaux. Le suivi repro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une vache fait une infection intra-utérine, elle souffre et en silence. Donc, il faut aller la chercher et il faut aller la traiter. Et ça, si tu vas pas la voir derrière ton animal, tu peux pas le mettre à la repro. Bien sûr. Et du coup, tu prends du retard et chaque journée de retard a un coût. Donc, si tu mets peut-être sur l'année, tu perds 100 € par vache, tu en as 135, ça fait tout de suite un petit billet de 13 500 €. Ça fait beaucoup de choses. D'accord. Et on a mis en place un suivi régulier des pattes. C'est-à-dire qu'un animal qui va être tari, donc c'est sa phase de repos avant le vélage, va partir de la stabulation où elle produit son lait pour aller sur une aire de repos, mais avec 4 bonnes pattes. C'est-à-dire que le vétérinaire vient, systématiquement, ces animaux-là, les 4 sabots sont levés, entretenus, soignés s'il y a besoin, pour que quand cet animal revient dans sa phase de production après vélage, arrive dans la stabulation vache laitière en production avec 4 bonnes pattes pour qu'elle ait une bonne locomotion, pour qu'elle puisse aller boire dans des bonnes conditions, pour qu'elle puisse aller manger et pour qu'elle puisse exprimer ses chaleurs et qu'elle passe pas sa journée couchée. D'accord. Et le robot de traite, évidemment, ça s'est venu sur la ferme et ça a changé la vie. Le robot de traite, il se fait encore avec nos bras chez nous. On n'a pas la traite robotisée. J'ai la chance, je suis en GAEC avec mon frère.
Et on a 2 apprentis qui sont très très motivés par la traite et qui me disent on peut traire 10 vaches de plus la semaine prochaine, ça nous dérange pas. Donc Ah, comme quoi, c'est pas automatique. c'est pas automatique. Retraite. Et même les nouvelles générations, peut-être que Pauline nous le confirmera, mais très bien, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Et aujourd'hui, notre machine à traire, elle est payée, donc c'est intéressant. Bon, très bien. Très bien, Guillaume. Vous reprendrez la parole aussi quand on abordera avec Hervé Marie le volet sanitaire. Et c'est vrai que dans la précipitation, je n'ai pas présenté à l'oral mes intervenants. Il y a un super slide derrière et puis ils vont très très bien le faire aussi eux-mêmes. Et ben justement, Pauline, en parlant de bien se présenter. Ah, Hervé, je vous passe la parole. Ah ben voilà, le micro. Pardon. Excusez-moi. C'est pas Mais grave. le micro, c'est quand même pratique pour se présenter. C'est le public, hein, c'est on la n'est pas base. juste entre nous, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Pauline, bienvenue parmi nous. Alors, tu as un CV magnifique. Et voilà. Ah ben, on l'a pas mis. Ah bah alors, on va le On n'a redire. pas mis le CV, On alors remet on la va, slide. on va le Allez, faire vas-y, rapidement à vas-y. l'oral. Super. Donc moi, c'est Pauline Garcia. Je suis éleveuse de vaches allaitantes dans le Cantal, installée depuis 2015. Donc avec un associé, on élève des salaires et des aubracs. Donc salaire sans S, hein, salaire. Je le précise pour tous ceux qui disent moi, par salaire. exemple. Voilà. Et donc, alors moi, je suis pas du tout du milieu agricole. Avant, j'ai travaillé 12 ans dans les médias à Paris. Mais j'avais quand même une passion qui était l'animal et je voulais être à la base vétérinaire. Et puis, j'ai eu cette opportunité pour travailler dans les médias, donc j'ai foncé. Je ne suis pas également parisienne, je suis nîmoise, donc j'ai fait un peu le grand écart. Et donc, au bout de mes 12 ans de pratique dans les médias et du contact très rapproché avec les humains, j'ai voulu me rapprocher vers un contact où il y avait plus d'animaux, un milieu où il y avait plus d'animaux. Et donc, me voilà en reconversion professionnelle. Alors, je passe un BPREA, c'est là que je rencontre mon associé. Et en 2015, parcours de l'installation classique dans le Cantal, je trouve donc cette ferme. Je rachète une bonne partie du capital et me voilà installée. Et là, je commence à apporter mon regard éthologique, puisqu'entre-temps, je m'étais spécialisée sur le comportement animal. J'avais passé un diplôme universitaire à l'université de Rennes. Et donc, je commence à apporter ce regard éthologique, donc l'éthologie qui veut dire étude du comportement. Merci. Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce terme. Et donc, je commence à apporter ce regard-là à mon associé, qui lui était issu du milieu agricole et qui était très fort sur le terrain, et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il manque ce petit plus que j'enseigne de plus en plus aux éleveurs. Ça fait maintenant 10 ans que je propose des formations à travers toute la France. D'accord. Voilà, D'accord. éleveurs laitiers, éleveurs allaitants. Qui leur explique, je leur explique pas leur métier, je leur explique comment se perfectionner dans leur métier. C'est différent. Eh ben, c'est formidable. Justement, on a la chance que tu aies préparé quelques slides, puisqu'on a un public de pros. Eh ben, autant aller au cœur du sujet. Qu'est-ce que tu conseilles à ces éleveurs par exemple ? Donc, on est sur les pratiques d'élevage et moi, j'ai envie de vous parler un petit peu du bien-être du veau. Parce que moi, je considère que le veau laitier comme allaitant, c'est notre future génération de vaches qui va travailler pour nous. Moi, je considère que les vaches, ce sont mes collègues de travail, mes salariés qui travaillent en étroite collaboration avec moi, leur manager. Et donc, elles me donnent du lait, de la viande, un veau. Donc, il faut qu'il y ait quand même une étroite relation. Et il faut tenir compte du bien-être du veau parce que c'est la future génération qui peut être très facilitante si on a mis en place des actions ou très délinquante. Je veux dire par là que si des animaux, tu les as pas préparés au futur, comme les humains, voilà. Ça devient des voyous. Oui, en d'autres termes. Et un voyou qui fait 600 kilos, ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être très dangereux. Donc là, juste un petit rappel sur les besoins fondamentaux du veau. Jusqu'à 2 ans, il a besoin d'explorer, d'expérimenter. Il a besoin d'observer et c'est par là qu'il va gagner en capital confiance. Je pars du principe où un animal, quand il naît, il a un certain capital confiance et l'éleveur, à travers les pratiques et à travers l'environnement qu'il lui propose, il va pouvoir augmenter ce capital confiance. Et plus on a confiance en nous, plus on est performant, que ce soit humain ou animal. Et donc là, maintenant, je vais faire un petit parallèle à ce qu'on propose aux animaux dans les élevages et ce qu'on peut améliorer pour justement augmenter ce capital confiance. Actuellement, dans les bâtiments d'élevage, on propose des bâtiments dits appauvris. Alors, ce terme, il fait un peu mal quand on l'entend parce qu'on se dit « aïe, 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 appauvri, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que l'environnement répond à des besoins fondamentaux qui est comme manger, boire, s'abriter, avoir une vie sociale et limiter un peu le stress. En revanche, un bovin, un animal dans son jeune âge
pour qu'il justement il gagne en capital confiance et en confiance en soi, il faut qu'il expérimente des situations. Et dans un environnement appauvri, le problème, c'est qu'il va se passer ça. C'est que c'est un environnement qui est appauvri, donc qui favorise, il est assez monotone et peu stimulant. Il favorise peu l'exploration. Il augmente les activités sociales redirigées entre congénères, ce qui est souvent un problème chez les éleveurs, des tétés par exemple entre veaux. Il augmente la pression sociale, il favorise les comportements bucco-dentaires vers les congénères, et ce sont des environnements souvent peu grattants, enfin, non appauvris, appauvris en brosse. Et donc, ça, c'est peu apaisant parce on peut en parler aussi, mais les brosses ne sont pas juste des accessoires de luxe dans les environnements du bovin, c'est des accessoires qui apportent du bien-être et de l'apaisement concret chez les animaux. Il faut... Bon, ça, Les animaux adorent être grattés. Ils adorent être grattés, ils adorent se gratter soi-même aussi. Et par contre, il ne faut pas entraîner la compétition autour de l'objet. Parce que si tu mets une brosse pour 70 vaches, forcément, c'est toujours une petite classe sociale qui va en profiter, les dominantes, et les autres seront là juste pour pleurer et pour être frustrés. Donc, on veut apporter du bien-être, mais en fait, on apporte du moins de la bien-être. confusion. Et ouais. Voilà. Ok. Donc, moi, À tout le monde. Guillaume, oui. Comment ? Guillaume dit qu'il faut penser à tout le monde. Exactement. Il y a différents profils dans un troupeau, il y a une hiérarchie qui se met en place, et donc il faut que tout le monde puisse bénéficier de ce bien-être. Les études montrent, il y a une étude qui montre que si on élève les veaux par paire dans un environnement enrichi, bien sûr, si vous les mettez tous les deux dans un environnement peu stimulant, forcément, comme ils auront des besoins d'exploration et d'expression, de mastication buccale, ils vont aller rediriger ces comportements-là vers le congénère. Et c'est problématique quand les veaux commencent à se téter entre eux très jeunes. Donc, si vous enrichissez l'environnement, vous mettez des brosses. Je vais vous saouler avec les brosses, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Elles adorent les brosses, alors très bien. Ah ben voilà, j'ai d'autres éleveurs qui témoignent. Si vous mettez des brosses et des objets qui favorisent la mastication et l'occupation de la bouche, vous aurez des animaux qui seront beaucoup plus détendus, qui vont développer des liens sociaux très jeunes, et ça permettra d'avoir des veaux plus apaisés. Donc là, j'ai mis une photo de brosses et d'objets. Donc concrètement, quand vous enrichissez en environnement, donc là, ça fait très Montessori, hein, je ne vous le cache pas. J'ai en train de penser à une crèche, par exemple. Voilà. Oui, parce que là, actuellement, les objets, on met des objets solides que les animaux ne puissent pas casser. Donc on détourne des objets qui sont parfois prévus pour les porcs. Il n'existe pas de matériaux actuellement conseillés sur les marchés. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent travailler là-dessus. Avis aux fabricants, voilà. Le veau a un réel besoin d'enrichissement et je vais vous expliquer d'ailleurs sur la relation homme-animal ce que ça entraîne. Hein, parce que enrichir la qualité de vie du veau, c'est bien, mais enrichir la relation homme-veau, c'est bien aussi. Donc, si vous enrichissez votre environnement, vous allez favoriser, donc ça apporte de la diversité. Donc, c'est un animal qui est plus curieux. De la stimulation sensorielle, de l'occupation pour tous les statuts. Les dominantes, les meneuses, les soumises sont toutes occupées et donc il y a moins de pression sociale et d'acharnement des dominantes sur les soumises. Parce qu'il y a vraiment une pression qui se crée au sein d'un troupeau quand on manque de stimulation. C'est un peu ce qui s'est passé dans les téléréalités, les premières téléréalités. Les premières années, on n'occupait pas assez les lofters. D'accord. Et donc, soit ils étaient agressifs, soit ils copulaient. Voilà, donc c'est un peu le même principe chez les animaux. Quand on ne les occupe pas, il va y avoir un acharnement sur les plus faibles. C'est un peu pareil dans la société aussi. Donc, un besoin le défoulement va être exprimé, les interactions positives, la mastication, la salivation et le grattage, ce qui va réduire considérablement le stress de votre animal. Et un animal qui est moins stressé, qu'est-ce qu'il fait ? Il profite plus, il dort mieux, il rumine mieux. Et ça, c'est non négligeable pour moi dans le contrat qu'on passe avec notre animal. Ouais. Donc, ce que je propose dans mes formations, c'est applicable aux veaux laitiers et aux veaux allaitants. Il n'y a pas de négociation, enfin, il n'y a pas de contre-indication. Alors, il y a quand même des recommandations, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre 3 bidons comme ça dans le parc pour améliorer le bien-être. Alors, si, c'est déjà très bien, c'est une bonne initiative, mais il y a quand même des codes à respecter, le quoi, comment, quand et quoi observer. Parce que c'est l'éleveur, quand je les initie à ça dans mes formations, il découvre vraiment une autre relation et il découvre vraiment des comportements qu'il sous-estimait dans le répertoire comportemental de son veau. Donc c'est important, moi j'en parle largement dans mes formations et dans mon livre Petit placement de produits, je n'hésite pas. Voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte au niveau relationnel ? Parce que c'est important, l'éleveur il faut qu'il tire aussi des bénéfices de cet enrichissement. Ça va vous apporter des animaux moins peureux, moins fuyants,
Donc, vous allez gagner en sécurité parce que les animaux seront beaucoup moins stressés et plus coopérants. Parce qu'en fait, le fait qu'on enrichisse l'environnement, les animaux apprennent à gérer leur peur. Et la peur, c'est une émotion qui est assez problématique en élevage parce qu'un animal qui est envahi de peur, c'est un animal qui peut fuir, être dangereux et embarquer tout le troupeau avec lui. Qu'il soit porc, vache, Oui, peu cette volaille. cette émotion-là, ça leur assure la survie, Ouais. puisque s'ils sont Une voilà, Ouais. donc grâce à ça, ils sont Ouais. encore sur la planète. Ouais. Mais en élevage, un animal trop heureux, les éleveurs me le disent d'ailleurs, hein, Mhm. dans la sélection, les animaux trop heureux, c'est ceux qui partent en premier. D'accord. Donc c'est vraiment un facteur de perte d'animal. Donc vous aurez des animaux qui gagnent en capital confiance, et c'est notre objectif. Des animaux plus apaisés grâce à la mastication et au grattage. Des animaux mieux préparés pour le futur, parce que s'ils sont bien préparés à la nouveauté dans leur jeune âge, il faut savoir que la nouveauté, plus tard, ils vont en vivre constamment. Quand ils rentrent la première fois dans la salle de traite, quand ils rentrent la première fois pour un embarquement, quand ils vont se déplacer pour la première fois hors de la ferme pour aller dans une pâture. Toutes ces premières fois, l'animal aura été entraîné au jeune âge. Donc, il sera beaucoup moins peureux et adaptatif. Et enfin, dans les soins et la contention, vous aurez des animaux moins dangereux, moins brutaux et plus facilitants. Voilà. Donc, Merci. c'est ce que j'ai pu synthétiser. Eh ben, c'est extra, c'est très généreux de ta part de partager ça avec les éleveurs pros Avec qui plaisir. sont parmi nous. Tu communiques très bien sur les réseaux sociaux, tu es une super pédagogue et tu fais des... mais c'est vrai, tu es sur Instagram avec Éthodiversité, avec... voilà, D'ailleurs, ton prochain livre, c'est des réactions à tes posts. Hein. Il y a eu de l'engouement et ça t'a donné envie de dire, tiens, il y aurait des règles d'or avec la relation animal-humain que je pourrais repartager. Oui. Par exemple, tu m'as cité le veau, quand on va gratter un petit veau. On laisse son enfant jouer avec le veau, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Grosse erreur. Oui, alors mon prochain livre va s'appeler les codes de conduite, les 10 règles d'or pour une relation harmonieuse humain-bovin. Ce que je vois à travers les réseaux sociaux et ce que je vois par mes formations, c'est que souvent, alors ça peut être à travers la relation avec l'enfant, mais ça peut être aussi avec l'éleveur, c'est que l'humain ne prend pas conscience de tout ce qu'il fait avec l'animal. L'animal l'intègre, le mémorise, surtout s'il y a des interactions répétées. Et un enfant, par exemple, qui prend l'habitude de jouer avec un veau ou une petite velle, hein, c'est un animal qui va mémoriser que le jeu est autorisé dans la relation. Et c'est problématique parce que plus tard, quand il fera 5 ou 600 kilos, il va redéclencher des comportements de jeu, des bousculades. Et souvent, quand l'éleveur s'y attend pas. Par exemple, quand l'éleveur il va nettoyer son abreuvoir et qu'il a une posture un peu accroupie comme ça, l'animal va interpréter cette posture comme un appel au jeu. Il peut venir vers lui faire des petits sauts de mouton et commencer à le charger. Tout ça parce qu'il veut recréer du jeu et recréer cette situation qui est assez plaisante chez lui. Et l'éleveur n'est pas du tout dans ces conditions-là à ce moment-là. Et là, on crée en fait un gros malaise dans la relation parce que l'animal, il se dit, mais tu m'as autorisé ça quand j'étais jeune et maintenant tu me l'interdis et tu cries. Et... Donc en fait, j'explique vraiment à l'éleveur qu'il y a un code de conduite à respecter qui va vous favoriser plus de sérénité et moins d'accidents plus tard. Mais merci Pauline. Guillaume, est-ce que peut-être une anecdote aussi, effectivement, le comportement humain ou quand on a des visites à la ferme aussi et qu'on laisse les amis, voilà. Est-ce que tu me racontais, Guillaume, quelque chose avant la conférence que tu peux peut-être partager? On est plus sur le volet sanitaire, mais c'est intéressant. Non, mais c'est des choses qui sont importantes parce qu'on protège nos veaux et le veau, c'est l'avenir du troupeau. C'est ça. Et le comportement qu'on a avec eux, c'est l'avenir du comportement du troupeau. On le voit tous les jours et c'est important d'en parler. Et il n'y a pas plus tard que 15 jours, on a des amis de mon épouse qui sont venus manger à la maison, qui n'avaient jamais visité d'exploitation laitière. Alors je mets toujours un petit frein, moi, parce que c'est toujours amusant d'aller visiter les exploitations laitières, mais c'est une entreprise avec des risques sanitaires. Et on ne va pas aller sur leur lieu de travail et tiens, montre-moi comment tu fais avec un client. Ils ne l'acceptent pas. Mais comme on est sensible à la communication du valeur de notre travail et de ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on a tellement été massacrés sur le sujet que moi j'ai à cœur depuis que je suis éleveur de porter haut et fort les valeurs de notre métier. J'en ai fier. Très très fier. Et donc le papa, qui a notre âge, il donne sa main au veau qui tète. Et puis il allait faire ça au deuxième. Et je l'ai tout de suite arrêté. Je lui ai fait mais qu'est-ce que tu fais là? Il sait pas me dire. Je lui fais là, tu es en train de passer les microbes du veau à celui d'à côté. Pourquoi? J'ai demandé, est-ce que tu échangerais la tétine de ton enfant avec la tétine de l'enfant du voisin? Et qui est tombé par terre avant. Qui est tombé par terre. On va pas donner plus de détails pour la tétine, mais il m'a dit non, sûrement pas. Je fais là, c'est exactement pareil. Je fais
un nouveau-né, que ce soit un bovin ou un humain, il faut le traiter de la même manière. Il faut le protéger. Bien sûr, bien sûr. Merci pour l'anecdote, Guillaume. Ça confirme. Donc, on doit aussi s'améliorer, nous, les humains, avec vis-à-vis des animaux. Et voilà, c'est important. Comme l'heure tourne, et puis de toute Bien façon, sûr. on pourra poursuivre la discussion avec notre public, avec vous et avec des exposants. Je me tourne vers vous, Luc Mounier, pour poursuivre sur ce bien-être animal à préserver. Vous êtes vétérinaire de formation. Vous êtes intéressé à la question dans les années 2000, le bien-être animal, le concept de welfare, de One Welfare, la pédagogie vers le grand public et vers les éleveurs. C'est quelque chose que vous faites souvent. D'ailleurs, vous connaissez Pauline Garcia. Et, Luc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Et puis, ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est un petit peu l'axe de cette conférence. En 25 ans, en 10 ans, qu'est-ce qui a progressé au niveau de la gestion du bien-être animal? Merci pour l'invitation. Effectivement, je suis vétérinaire de formation. Je m'intéresse à la question du bien-être des animaux depuis les années 2000, tout début des années 2000. À l'époque, on parlait que de confort, de sanitaire, jamais de bien-être des animaux. Et il faut dire que ça a beaucoup évolué, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique sur le terrain. Il y a eu vraiment des efforts de fait qui ont été astronomiques. Alors moi, je travaille sur les bovins, mais je travaille aussi sur les porcs, sur les volailles. Et les conditions d'élevage ont vraiment, vraiment beaucoup évolué. Et depuis ces dernières années, le bien-être, maintenant, il est relativement bien établi, quand même. Oui. La prise en compte du bien-être des animaux, les éleveurs en sont conscients. Et puis, les éleveurs, ils aiment leurs animaux, donc globalement, ils essayent de bien s'en occuper. Puis, les cas de maltraitance, c'est toujours lié à de la misère humaine. Donc, il ne faut pas... D'accord. Ce que va chercher le Ouais, 214. il ne faut pas relier même maltraitance et bien-être animal, c'est deux choses différentes. Mais ce qui est vraiment nouveau ces dernières années, qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est le concept de un seul bien-être. C'est qu'en fait, on ne peut pas faire de bien-être animal si on ne prend pas en compte le bien-être de l'éleveur et si on ne prend pas en compte la préservation de l'environnement. C'est ça, Et c'est un glo- triptyque. Ouais. One Health aussi, c'est ça qu'on dit. Ou alors One Health, One Health. c'est pour la santé. Et Le One Welfare. One Ok. Welfare, c'est le même principe, je préfère le dire en français. Voilà, tant qu'à faire. Et globalement, dans la majorité des cas, c'est un concept qui est gagnant-gagnant. On améliore le bien-être de l'éleveur, il va prendre plus soin de ses animaux, il va être plus proche d'eux, il va les regarder, il va avoir l'œil de l'éleveur. Si les animaux sont bien, il y aura une meilleure productivité, une meilleure relation humain-animal, donc l'éleveur sera mieux. Si l'animal il est bien, on aura moins de problèmes sanitaires, donc moins d'antibiotiques, moins d'antibiorésistance. Donc globalement, c'est un principe qui est gagnant-gagnant. Il faut mettre des bémols quand il y a des investissements à faire. Quand il y a des investissements à faire, Oui. là forcément l'éleveur c'est un coût économique qu'il faut accompagner. Je veux dire, quand on va dire un éleveur de porc ou un éleveur de poules pondeuses, Quel équipement, par exemple? Voilà. ouais, il faut arrêter la cage. Oui. Là, il va débourser X millions d'euros. Donc, il va falloir rentabiliser tout ça. Mais par contre, il y a plein de pratiques de tous les jours. D'accord. Et tu nous l'as dit, ou Pauline le dit, qui améliorent le bien-être des animaux, qui ne coûtent rien à l'éleveur à part du temps et de l'observation. Alors, c'est important le temps chez un éleveur. Mais qui, en retour, apportent vraiment beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier point, moi, je trouve, qui est vraiment à prendre en considération. On parle beaucoup des haies, mais les haies, on sait tous que c'est favorable les haies. Oui. C'est favorable à la biodiversité, mais c'est hyper favorable aux animaux. Ça fait des microclimats, il n'y a plus besoin d'abri dans ces cas-là, ça D'accord. coupe le vent. C'est vraiment quelque chose de super. Et le deuxième point qui est maintenant et qui est assez nouveau, c'est qu'on va s'intéresser aux aspects positifs du bien-être animal. Avant, on s'occupait plus de l'absence de mal-être. On regardait que les animaux n'étaient pas boiteux, qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils n'avaient pas faim. Maintenant, on va essayer et Pauline le dit bien tout à l'heure, qu'ils ressentent des émotions positives. Bien sûr. Alors, on est presque dans le préventif. Ouais, là. ouais. Et avec des éleveurs de bovins, c'est assez facile de dire des émotions positives parce qu'ils le voient avec le veau, avec la génisse quand elle sort Ouais. au pâturage. Et tout. Quand elle saute, là, Ouais. quand elle retrouve l'herbe, et Quand on on voit ces discute avec photos. des passer, éleveurs de poules pondeuses, c'est tout de suite un peu plus compliqué, mais Oui. c'est pareil. Ouais, C'est ouais. exactement pareil. Guillaume? La différence avec un éleveur de veaux, c'est que le veau, il faut lui apprendre à boire. Ouais. Et du coup, on est forcément au contact avec lui. Alors, il y en a, ils vont boire très très vite. En une journée, ils vont savoir boire. Et certains, il faut les accompagner pendant une semaine. Et forcément, il y a un contact humain
bovin qui est qui est fondamental. présent et qui est inévitable important. par rapport à une porcherie Ou des poules. ou des poules. Ouais, mais la porcherie, c'est pareil. Si on améliore la relation humain-animal, l'animal, il va être mieux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il ait des émotions positives, qu'il a un milieu qui soit enrichi. Pauline le fait sur les bovins. On a peu de matériaux d'enrichissement chez les bovins, c'est le grattage. Ouais. Le porc, s'il peut fouir, s'il peut mastiquer. Les maternités aussi, Luc. Les maternités avec les cages de liberté, alors c'est sûr que c'est un coût au début. Mais de toute façon, à un moment, on va aller vers ces installations. Donc, autant l'anticiper, le prendre les bons côtés de la chose. Oui. Alors, c'est plus facile à dire. C'est pas moi qui ai investi dans les cages à Bien une sûr. maternité. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a vraiment des bénéfices derrière, Bien sûr, que ce soit d'un point de vue bien-être et même d'un point de vue sanitaire. on va en parler. On a avec parlé Hervé. du parage des pieds, mais quand on a une stabulation qui est bien raclée, qui est confortable, où les animaux vont aller se coucher, on a moins de problèmes de pieds. Il ne je glisse glisse pas, pas. dit Hervé Oui. Marie. Mais où ils vont se coucher, une vache, ça reste coucher 12 heures par jour. Si elle se couche, elle rumine, elle a moins de problèmes de pieds. Donc, tout ça, c'est des notions extrêmement importantes. Et moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est l'œil de l'éleveur. Alors, ça ne suffit pas toujours. Des fois, il faut se faire accompagner. Mais l'œil de l'éleveur qui rentre dans sa stabu, il voit s'il y a quelque chose qui va L'œil, et qui va l'œil de pas. l'éleveur. Ouais, c'est hyper important. Ouais, Voilà. ouais. Et le nez de l'éleveur, très important. Les cinq sens, comme Les dit cinq Pauline, les sens. 5 sens. Et ouais. Donc il faut que l'éleveur soit au top du top. Hein. Attention, il faut soigner votre santé. Mais C'est ça. Et- oui, Pour oui, finir, oui. bon, vraiment, le bien-être des animaux, effectivement, ça peut être vu d'un point de vue contraignant, mais ça peut être vu d'un point de vue hyper positif. Hyper positif. Voilà. Ouais. Et l'amélioration des pratiques Eh ben, va être bénéfique aux éleveurs et aux animaux. On l'a vu avec les veaux, par exemple. Peut-être que tu étais déjà sur la ferme quand les veaux ils étaient en case individuelle et qu'à partir de 8 semaines, on les a mis en groupe. Au début, les éleveurs, ils ont dit ça va être impossible à gérer, on va avoir des problèmes sanitaires, c'est très très compliqué. On a eu la même chose avec le porc. 2 ans après, et là maintenant, les éleveurs, ils n'ont pas envie de revenir en arrière parce que le veau, il s'exprime plus. Bien Et sûr, il y a ils ont plein pas. plein d'aspects positifs. Ouais, ouais. Par contre, il y a toujours une résistance au changement, c'est long, c'est compliqué, il faut changer les pratiques. Mais on est là aussi pour ça. Bah oui, en fait, on parle aussi beaucoup de principes hein, qui ont peut-être été oubliés, et vous revenez sur les principes. J'avais juste envie de vous poser une question sur les techniques et les nouvelles technologies. L'IA aussi, l'IA, est-ce que c'est bien? C'est une aide à la pratique, c'est une aide au diagnostic, bien ou pas bien, l'IA dans l'élevage? On ne peut pas dire bien pas Bah bien. non, on peut pas. Puis même, ça ne sera jamais tout blanc, tout noir. Il n'y a rien qui est tout blanc, tout noir. Ça peut être bien. Ça peut être bien comme ça peut être catastrophique. L'éleveur qui l'utilise pour plus voir ses animaux, c'est catastrophique. L'éleveur qui l'utilise pour une aide à la détection précoce, c'est hyper positif. Les colliers pour les chaleurs des vaches, Oui. si on l'utilise bien, Ouais. eh ben, ça peut être une aide. Si on va plus voir ses animaux, ça ne marche pas. Le robot de traite, Oui, le j'avais robot en de tête. traite, Eh ben super, Pauline. le robot de traite, ça peut être à la fois hyper bien parce que ça libère du temps. Par contre, ça augmente les contraintes et l'astreinte. Hein. Parce que le robot de traite et l'astreinte. Hein. Et l'astreinte. Parce que le d'accord. robot de traite, il t'appelle quand il y a une alerte, même le dimanche à midi. Hein. Alors que toi, normalement, tu as fini ta traite. Et le dimanche à midi, il t'appelle le robot. Donc une charge mentale de Ouais, plus. ouais. Et bien sûr. Et donc, ça peut être hyper positif, ça peut être hyper négatif. Il faut que l'éleveur il s'aide Fasse son propre. de cette technologie, mais il ne faut pas que ça remplace son métier. Le métier d'éleveur depuis la nuit des temps, c'est d'être avec les animaux, de les regarder et d'en prendre soin. Voilà. C'est très bien dit. Et Pauline, merci beaucoup, Luc. Vous confirmez, Guillaume et Hervé, parce que vous êtes éleveur aussi. Et Pauline, une petite anecdote? Oui, par rapport au robot de traite, comme dit Luc, c'est très subjectif en fait. Chaque éleveur va, en fonction de ses besoins, aménager ou pas avec de la robotique. Et un éleveur, un jour, lors d'une formation, il me dit « Écoute, moi je suis passé au robot de traite et j'ai pris conscience que 2 fois par jour, je saoulais mes vaches pendant la traite. » Parce que c'était un éleveur qui avait un tempérament très speed, très impatient. Il fallait toujours que ça aille vite parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. L'éleveur est souvent multitâche. Hein. Et donc, il m'a dit, écoute, quand je suis passée au robot de traite, j'ai découvert une sérénité au sein de mon troupeau que je n'avais pas avant. Avant, en fait, j'entretenais tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir, cette énergie-là toxique.
Et du fait qu'on maintenant soit passé dans les robots de traite, mes animaux sont beaucoup plus autonomes. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes. Quand la vache elle est restée dans la salle de traite et qu'elle veut, enfin dans la logette et qu'elle veut pas se lever, il faut aller la pousser un peu. Mais ça, c'est des cas un peu à part. Mais il va voir ses animaux, mais pas pour des moments de stress. Et donc, il m'a dit, j'ai redécouvert la relation à mon troupeau, mais complètement différente. Donc, mais ça, c'est son cas à lui. Peut-être qu'il y a d'autres éleveurs qui vont dire, ah non, moi, j'adore mon moment de traite, c'est mon moment préféré de déconnexion, je suis avec mes vaches, je prends le temps de toucher les mamelles, voilà, d'échanger avec mes animaux. C'est très subjectif, en fait, la relation homme-animal. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Hervé Marie, qui nous écoutez depuis tout à l'heure bien sagement. Mais ça y est, vous allez pouvoir nous parler. Vous êtes éleveur en vaches laitières et bœuf à l'herbe. Et puis surtout, vous êtes président du groupement de sécurité de sécurité de défense sanitaire. J'étais sûre que j'allais m'embrouiller. Et voilà, c'est fait. On dit GDS. Comme ça, c'est réglé. Et merci d'être avec nous, Hervé. On a discuté ensemble. Évidemment, le volet sanitaire, c'est important. Et Luc a soulevé aussi l'aspect financement-investissement. Ça coûte des sous et souvent les éleveurs ils font des choix. C'est compliqué. Mais d'abord, représentez-nous GDS. C'est 70 ans d'existence. C'est quand même un très beau collectif. Et puis tous les progrès qui ont été faits en matière de gestion de l'élevage. Oui, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Effectivement, le GDS, c'est le groupement de défense sanitaire. Dans le département de la Manche, il a une grande importance parce que c'est le premier département d'élevage bovin français, donc avec beaucoup d'éleveurs. Et puis se souvenir malgré tout qu'il y a 70 ans, quand le GDS a été mis en place, c'était pour lutter contre deux grandes maladies qui étaient la brucellose et la tuberculose. C'était important. Et on se souvient qu'il y a 70 ans, il n'y avait pas l'eau courante dans toutes les maisons, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de voiture. Pas Instagram, pas les réseaux sociaux. Ils ont malgré tout réussi un tour de force formidable, c'est de mettre en place un réseau avec en toile de fond déjà ce problème sanitaire. Et avec la nécessité d'impliquer l'éleveur dans le règlement du problème sanitaire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'administration qui s'occupait du problème sanitaire. Mais ça ne fonctionnait pas. Tout le temps qu'on n'avait pas l'adhésion des éleveurs, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il a fallu, et nos aînés l'ont très bien fait. Donc bravo à eux. Je pense que s'il n'y avait pas eu nos aînés pour agir sur le sanitaire, parce que c'est bien ça, aujourd'hui, la France ne serait pas un pays d'élevage. D'accord, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Qu'il faut... Alors, vous avez parlé d'investissement. Oui, le revenu, vous m'avez dit, excusez-moi, c'est souvent... d'investissement, c'est pareil. Moi, je dis toujours, vous savez, quand le revenu ne va pas, le sanitaire devient le parent pauvre. Et je prends toujours un exemple simple. Quand il reste 1 000 € sur un compte bancaire, l'éleveur, il va d'abord acheter de l'aliment, faire produire son cheptel, plutôt que d'acheter le vermifuge pour le protéger. Alors qu'en réalité, il vaut mieux d'abord acheter le vermifuge pour protéger le cheptel, et une fois qu'il est bien protégé, on peut produire avec. Mais je pense qu'il faut commencer par ça. Le sanitaire, c'est... Moi, je prends toujours un exemple autre, c'est quand vous avez une belle voiture de sport, vous pouvez avoir le meilleur pilote pour la conduire, le meilleur carburant à mettre dedans, mais si vous ne changez pas les filtres, vous allez peut-être aller vite, mais vous n'allez pas aller loin. Eh bien, le sanitaire, c'est ça, c'est la base. Une fois qu'on a réussi le sanitaire, on peut tout faire après. Très important. Et je ne remets pas en compétition, bien sûr, entre sanitaire et bien-être animal. Non, les deux va forcément. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de sanitaire, il ne peut pas y avoir de bien-être animal. C'est évident. Tout à fait. C'est évident. Et un point de vue actualisation, Hervé, aujourd'hui, qu'est-ce que redoutent les éleveurs en termes de crise sanitaire? On sait bien que c'est compliqué, notamment en 2024. Les éleveurs redoutent beaucoup de choses d'un point de vue sanitaire, c'est évident. Et puis, nous sommes aussi très interpellés par ce qu'on appelle les maladies émergentes. Parce que nous ne les connaissons pas, parce que nous ne sommes pas... nous ne sommes pas protégés pour ça. On a l'exemple de la FCO et de la MHE qui viennent d'arriver sur le territoire national. Il faut quand même savoir que quand ces maladies-là sont arrivées de manière très rapidement, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de vaccin. Et donc, il y avait des mortalités. Il y avait du mal-être. Quand on regarde nos amis d'Occitanie, quand la MHE est arrivée, ils n'avaient à disposition que de l'anti-inflammatoire pour soulager leurs animaux. Et un seul anti-inflammatoire. Je ne vais pas faire de publicité, on n'a pas le droit d'en faire. Mais pour vous donner une petite idée, sur le mois de octobre et novembre 2023,
ils avaient utilisé en anti-inflammatoire la valeur des 3 années d'avant, Ah oui. quoi, en 2 mois. Parce qu'il fallait soulager les animaux. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Ouais. Donc, depuis, il y a la vaccination qui est arrivée et qui commence À faire ses effets. Ouais. Et vous savez, on a la MHE, on a la FCO qui vient plutôt du côté de l'Est. Et aujourd'hui, on a des conséquences économiques réelles qui sont aussi des conséquences sanitaires. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de veaux. Il n'y a plus de veaux. C'est pour ça que les veaux valent très cher. Il n'y a plus de veaux parce que la maladie est passée par là. On a une grosse montée en température. On a eu des avortements, ce qui fait qu'il n'y a plus de veaux. Et on a des difficultés à faire reprendre les vaches. Ça veut dire qu'il n'y a plus de veaux actuellement, mais il y a plus de veaux pour assurer le renouvellement du cheptel. On revient à ce qu'on disait. En instant T, quand vous perdez 100 vaches, à échéance 3 ans, vous en avez perdu 140. Parce que c'est des vaches qui ne feront pas de génisme, qui elles-mêmes ne seront pas réinséminées, qui n'en feront pas. Donc, quand vous en perdez 100, en réalité, vous n'en perdez pas 100, vous en perdez 140. Et après, il faut remonter la pente à l'envers. Absolument. C'est forcément compliqué. Ouais. Compliqué. Mais D'accord. le sanitaire, alors, on parlait des nouvelles technologies, des robots, que ce soit des robots pour la traite, que ce soit des robots pour alimenter les petits veaux. C'est magnifique. C'est des beaux outils de prise à la décision, mais règle de base. Si on est éleveur dans l'âme, on peut aller vers ces nouvelles technologies-là. Si on n'est pas éleveur dans l'âme, il faut oublier. N'investissez pas dans un robot si vous n'aimez pas vos vaches. Vous savez, l'avantage du robot, c'est qu'il traite tout le temps. L'inconvénient, c'est que Guillaume, il n'a pas de robot de traite, Hervé. Non, mais il aime oui, ses vaches. 80% des installations de traite actuelles dans le département de la Manche sont robotisées. D'accord. C'est énorme. Hein. Il y a vraiment 2 écoles qui se... Non, parce que notre problème, vous savez, quand on est éleveur 7 jours par semaine. Il paraît. 7 jours par semaine, et je vais dire 24 heures sur 24, mais au moins 7 jours par semaine. Ouais. Et le premier problème auquel nous allons être confrontés, c'est le renouvellement des générations. Parce qu'on travaille avec du vivant. Vous savez, quand un agriculteur, vous donnez, et il ne faut surtout pas opposer les agriculteurs entre eux, mais vous donnez 1 000 € à un céréalier, à un collègue céréalier, ou 1 000 € à un collègue éleveur. Partir en vacances. Eh bien, le collègue éleveur, il va commencer par prendre 800 € pour trouver un remplaçant pour une semaine, il lui reste que 200 €. Donc il y en a un qui prend des vacances, l'autre qui se paye des vacances. Peut-être différent. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et c'est du 7 jours sur 7. Et le manque de main-d'œuvre, à terme, nous amènera des problèmes sanitaires. Parce que il faut toujours être dans ces animaux. C'est évident. Mais merci de l'alerte et du rappel aussi de ces fondamentaux. On a beaucoup parlé d'installation et de transmission sur le CIAPRO d'ailleurs depuis dimanche. Une envie de réagir. Guillaume aussi. Alors Luc, bien sûr. Et Guillaume aussi avait une petite question sanitaire à nous poser. Mais Luc, commencez. Ouais, 2 points pour réagir à ce qu'a dit Hervé. Non, c'est vrai. Ça doit très bien. Dans les éleveurs, de manière très caricaturale, on a plutôt les éleveurs animaliers et les éleveurs plutôt techniciens qui aiment bien les machines et les choses comme ça. Effectivement, je pense que si on n'est pas animalier, il ne faut pas prendre d'aide robotisée parce qu'on sera encore moins Merci auprès de l'explication, Luc, parce que je n'avais pas trop compris. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis complètement à 100% d'accord sur le sanitaire. Je rajouterais juste l'importance des vétérinaires, un peu de corporatisme, parce que vous avez parlé des éleveurs, je pense que les vétérinaires sont extrêmement importants. Et il y a un problème de renouvellement des générations d'agriculteurs. Non, il n'y a pas un problème de renouvellement des générations de vétos, il y a un problème de maillage territorial et de présence dans les milieux ruraux de vétérinaires. On a assez on sait qu'à partir de... Là, on a un petit creux. Mais on sait qu'à partir de 2028-2030, on aura assez de vétérinaires. Beaucoup de femmes d'ailleurs, non? Ouais, c'est très bien. Mais c'est très bien. Alors, c'est pas moi qui vais critiquer. On aura assez de vétérinaires. Le problème, c'est d'avoir des vétérinaires en milieux ruraux. Mais aussi bien pour les chiens que pour les animaux de rente. Parce qu'on a un problème d'attractivité des territoires ruraux. Et donc, c'est pas qu'on a un manque de... C'est pas qu'ils ne veulent pas faire de pratique rurale. C'est pas qu'on n'a pas assez de vétos. C'est qu'on a un problème d'attractivité. Les jeunes, maintenant, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le Cantal. Comme ça, je ne stigmatise personne. Voilà. Et ça, on a un vrai problème. Et ça va être un problème. Un petit détail, Luc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le principe. Et d'ailleurs, moi, sur mon élevage, chez toi, il passe tous les 3 semaines. Chez moi, il passe tous les 5 semaines. Tous les 5 semaines. Et on suit à la fois, on fait des vélages. Et puis, on va jusqu'à l'écornage des veaux qui est fait par le vétérinaire. C'est plus moi qui le fais.
parce qu'au moins il est endormi et tout, et la castration des petits mâles, c'est fait par le veto. Et comme il passe tous les 5 semaines, toi c'est mieux, c'est tous les 3 semaines. Mais c'est un œil extérieur aussi il ne vient pas en pompier, quoi. Il ne vient pas en pompier. Et vous savez, quand on parle du bien-être animal, c'est quoi le bien-être animal? La première des choses du bien-être animal, c'est de ne pas laisser un animal en souffrance. Moi, quand il est 3 heures du matin et que j'appelle pour un vélage, dans la nuit du samedi au dimanche, c'est pas un répondeur qui me dit « t'as qu'à appeler le 15 ». C'est une voix un peu fatiguée qui me dit « j'arrive » et une demi-heure après, il est en tenue de combat dans la cour pour aider l'animal à véler, quoi. Je veux dire... C'est une grande richesse. Mais j'aimerais honnêtement que la population soit soignée comme nos animaux en France, quoi. Je veux dire, non mais il y a même un Doctolib pour les animaux. Ils seront avec nous tout à l'heure au Café des Agris. D'ailleurs, il y aura aussi les vétérinaires. Le SNVEL sera présent parmi nous. Nos bovins sont mieux traités que les humains, hein, parce que tu as ton enfant qui est 40,5 de fièvre un samedi soir à 1h du matin, tu appelles le SAMU, le SAMU te dit Doliprane. Ouais. Si j'appelle mon vétérinaire et que je dis j'ai une vache qui a 41 de température, 30 minutes après, il est là. 3 camions de pompiers. Non, mais c'est une force énorme d'avoir ça, et c'est à nous aussi, éleveurs, de rendre nos exploitations séduisantes pour que le vétérinaire, il ait envie de venir chez nous et qu'il travaille dans des conditions confortables et pas pour faire le pompier, mais y a pas en que préventif. La relation homme-animal, il y a la relation agriculteur-vétérinaire. Et la communication que tu peux avoir avec ton véto, si tu es ouvert d'esprit, si tu n'es pas toujours avec tes croyances en disant mais ça ne marchera pas. Enfin, parce que parfois, on peut avoir ça aussi. Hein. Le véto est exposé à des freins. Quoi. Et puis, il est là pour... Une chose moi, qui me touche beaucoup, je le dis, on le dit, mais pas assez, l'État devrait le dire d'ailleurs. Les conséquences sur la santé humaine. Nos élevages ont des conséquences sur la santé humaine. Et le traitement des soins de nos élevages. Il faut savoir que depuis déjà quelques années, nous avons baissé l'utilisation des antibiotiques critiques de 80%. Qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique critique? C'est un antibiotique qui servait à la fois à la santé animale et à la santé humaine. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus le droit. Maintenant, il y a des antibiotiques qui servent à la santé animale. Et quand le vétérinaire a utilisé toute sa palette qu'il pouvait faire et que l'animal est vraiment en souffrance et qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser un antibiotique critique, alors là, on l'utilise et ça permet de limiter l'accès au niveau de la chaîne alimentaire pour les humains. Ça veut dire que quand vous allez, vous, à l'hôpital et qu'on vous met un traitement antibiotique, eh bien, vous n'aurez pas de problème d'antibiorésistance parce que vous n'aurez jamais été mis au contact de cet antibiotique par l'alimentation que vous avez eue, c'est au travers de la viande et du lait, parce que ce n'est pas du tout les mêmes familles. Et il n'y a qu'en France, nous sommes les meilleurs élèves du monde. Moi, je dis toujours, manger français, manger santé. Quoi. Je veux dire, ça, c'est important et je pense qu'il faut le rappeler. Et dans le département de la Manche, avec ma directrice qui est ici, nous développons maintenant ce qu'on appelle l'approche globale, parce que c'est un tout. La base de notre alimentation, c'est le végétal sur nos exploitations. Et le sanitaire végétal a des conséquences si on ne le traite pas bien. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut aussi... Vous savez, moi, je dis toujours, pas d'eau, pas de lait, pas de pâtes, pas de vache. Ça, c'est clair, c'est comme ça. Et un détail technique, le sel, c'est vital, le sel. Eh bien, si on met un bloc de sel ou si on met du sel en vrac, eh bien, votre vache, pour être rassasiée en sel, elle va lécher pendant 2h30 le bloc de sel pour être rassasiée en sel, pour sa journée. Donc, ça veut dire que pendant 2h30, elle va ne faire que lécher le sel. C'est pas bien. Il faut qu'elle le mange plus rapidement, séquencer dans la journée, et qu'elle le mange plus rapidement. Il y a des détails comme ça, parce que qui dit manger du sel, dit aussi l'alimentation en eau derrière. Donc, c'est un thune. L'alimentation des animaux, c'est vrai que c'est un volet aussi. Les bonbons pour animaux, ça existe, ça, Pauline? Et les petites récompenses, ça me fait penser à ça. Tu peux travailler justement sur la récompense alimentaire. Alors moi, je pousse beaucoup les éleveurs à apprendre aux vaches à manger dans la main. Parce que je pense que dans la contention, dans un soin véto, il y a des études qui montrent que quand l'éleveur est à côté de la vache et que le véto fait une intervention, et que l'éleveur parle doucement et donne un peu des récompenses alimentaires, c'est-à-dire quand la vache est calme, on récompense cette immobilité, eh bien ça aura des conséquences sur la qualité de l'intervention du vétérinaire et sur comment l'animal va intégrer le soin.
S'il le fait dans le stress total, je vous fais une opération à cœur ouvert, sans soins, sans conditions optimales d'opération, vous allez moins bien digérer cette opération. Et l'animal, c'est pareil, il faut le mettre dans des conditions anti-stress. Et l'éleveur a son rôle là-dedans. Et la récompense alimentaire aussi. C'est quoi la récompense alimentaire, très concrètement? C'est ce que l'éleveur donne sur sa ferme. Ça peut être des concentrés, des granulés, ça peut être de la farine, ça peut être des céréales, des bouts de Je m'attends à un carottes, bonbon, je suis déçue. du grattage, ça peut être récompense tactile. Vraiment, il y a... Et de l'alimentation frais. Oui, bien sûr. Manger de l'herbe au pâturage, c'est pas une connerie, hein, c'est très bien. Mais arracher des touffes d'herbe pendant un soin récompensé, d'ailleurs- c'est un peu plus d'ailleurs, compliqué. C'est peut-être un peu le facteur limitant que l'on peut avoir avec la robotique laitière. Parce que quand on est dans un système robot, eh bien, l'aspect pâturage est souvent plus compliqué. Souvent plus compliqué. Voilà, donc il y a des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre. Confirmez, Luc. Et Pauline et Guillaume. Je confirme qu'effectivement, en robot, le parcellaire est compliqué parce que comme les animaux, ils rentrent et ils sortent, il faut qu'on ait de la surface autour de la ferme et c'est plus compliqué. Non, je milite juste pour le pâturage. Les vaches, c'est des ruminants, ça mange de l'herbe. L'herbe coûte 2 à 3 fois moins cher quand elle est dans la prairie que quand elle est récoltée. C'est a plein de tout vertus, bénef, comme l'animal, Oui. l'animal, il marche et tout. Voilà. Alors, il y a des moments où c'est compliqué de faire pâturer les animaux, mais en France, on a la chance d'avoir quand même 90% de nos vaches qui pâturent. Je partage l'avis qu'on a le meilleur élevage du monde. Il y a des progrès à faire, il y a des choses à Bien sûr. toujours, mais il y en aura toujours, même si on est les meilleurs du monde. Ok. Maintenons ça, maintenons le pâturage autant que possible. Guillaume, vous êtes d'accord? Merci. Oui, forcément, on ne peut pas être contre, mais après, faut avoir conscience aussi que toutes les exploitations ne sont pas munies de 80 hectares autour du site, avec une qualité de sol différente. Moi, je prends l'exemple Toi, voilà. de chez moi, c'est que j'ai très peu autour du site d'exploitation. Alors, j'ai de la surface, Oui. si c'est pas la question, Oui. mais j'ai 20 cm de terre et après c'est de l'argile. Donc, tu sors tard et tu rentres très tôt. Parce que D'accord. sinon, tu massacres tout. Ah bah oui. Bah, chez moi, elles ont la liberté, après, une fois que les pâtures sont fauchées, de pouvoir accéder à un maximum de surface de pâturage en Et toute au liberté. D'accord. Mais au mois de septembre, elles sont rentrées parce que dès les premières pluies, Alors en plus, c'est Y a plus rien. très pluvieux cette année, hein, particulièrement dans votre coin. l'an dernier aussi. Et l'an dernier aussi, formidable. Alors, moi, sur ma ferme, c'est une autre problématique, comme quoi chaque ferme est unique et chaque ferme est différente. Nous, on a 250 hectares sur la ferme, mais on a une autre grosse problématique, c'est qu'on a des petits ravageurs de sous terre. Ce sont les rats de pied et qui m'ont fait perdre certaines années l'autonomie fourragère. Donc nous, on est exposé à notre fléau. C'est ça, en fait. On a des mottes de terre à la place de l'herbe. Bah oui. Et un bovin qui mange de la terre, c'est assez problématique. En plus, ça va occasionner des problèmes sur le foin, beaucoup de poussière. Donc nous, le bien-être de l'éleveur est touché. Bien À sûr. chaque distribution, Bien on sûr. est masqué. En fait, on a un masque à gaz tellement il y a de la poussière. Donc voilà, chaque ferme est différente et c'est voilà, on peut même avoir peu de surface et avoir une meilleure qualité d'herbe. Nous, on a plus de surface, mais une qualité d'herbe Comme quoi, Ouais, il alors, n'y a pas de modèle unique. même sur les ensilages, on travaille peut-être pas suffisamment sur le développement des mycotoxines. Je pense que ça, c'est un sujet à venir. Ah bah, le message est lancé, l'appel est lancé. Non, moi, je Et alors, Luc? voulais juste réagir sur ce que disait Guillaume. Hein. Effectivement, ça dépend beaucoup des régions, des conditions pédoclimatiques et tout ça. Et là, c'est encore plus impacté par le changement climatique. On voit de l'herbe qui pousse à des moments où elle ne poussait pas et où il n'y a plus d'herbe du tout à certains moments. C'est parfait, on a envie de continuer. On va pouvoir le faire, c'est super. On a une petite pause et puis à midi, quand l'espace sera libéré.